Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine en direct. En cette semaine spéciale infrastructure en Afrique, notre dossier du jour sera consacré au corridor Bénin-Niger. Comment redynamiser le transport terrestre des marchandises dans cet espace? Eh bien, nous en parlerons. Au programme également, nouveau rebondissement en République démocratique du Congo. Une dizaine de membres dissidents du rassemblement de l'opposition ont rejoint ce mardi 1er novembre le groupe du dialogue. Et puis l'arrestation de Sébastien Ajavon prend une tournure politique. Au Bénin, des manifestations populaires ont été organisées dans plusieurs villes du pays pour réclamer sa libération. Avec nous sur ce plateau pour en parler, monsieur Hamidine Kaneb, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie, en intelligence économique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec nous également sur ce plateau, notre éditorialiste Alfred Chango. Bonsoir Alfred. Bonsoir Graziella, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil. Tout de suite, c'est l'info du jour. L'annonce a été faite ce 1er novembre. 13 membres du rassemblement de l'opposition congolaise ont signé l'accord politique trouvé à l'issue du dialogue. Un accord qui, nous vous le rappelons, prévoit le report de l'élection présidentielle à avril 2018. On fait le point tout de suite avec Zahra Mohamed Moutio. Il s'agit d'un coup de théâtre au sein du rassemblement de l'opposition. Conduit par Willy Michiki, membre du Conseil des sages du Rassemblement, 13 membres dissidents du mouvement ont rejoint ce 1er novembre le groupe favorable au dialogue. Ses opposants ont signé l'accord du dialogue national au bureau du facilitateur Edem Kodjo, un accord conclu le 18 octobre sans la participation du Rassemblement qui avait boycotté les pourparlers qui ont permis de repousser la date de la présidentielle de novembre 2016 à avril 2018. Cette première démarche a déjà été entreprise depuis le premier Conseil des sages où nous avions saisi le président Tshisekedi. Mais on a constaté que le président est aujourd'hui pris en otage par certaines forces obscures et notre démarche consiste à l'en libérer. C'est ainsi que nous venons aujourd'hui de signer notre adhésion au sein de cet accord. Outre le report de la présidentielle, cet accord prévoit l'installation d'un comité de suivi qui aura pour mission de surveiller le processus électoral. Autre disposition et non des moindres, la constitution rapide d'un nouveau gouvernement dont le poste de Premier ministre reviendrait à une personnalité de l'opposition ayant pris part au dialogue. Ils sont venus signer la voie des postes ministériels, ce n'est pas la primature. Ils ne sont pas venus pour le bonheur du pays ou pour sauver le pays du chaos signer, non. Ils sont venus en opportunité pour signer parce qu'ils savent que non, comme on dit que non, les postes de Premier ministre doivent revenir à l'opposition. Et l'opposition envoie les rassemblements, donc ipso facto, c'est eux qui doivent être pilotés le gouvernement. Donc ils sont venus à l'opportunité, mais ça je ne pense pas que les autres vont accepter cela. Déjà il y a des remous qui disent que non, c'est vrai, vous venez signer l'accord, mais les postes de Premier ministre ne doivent pas revenir à ceux qui sont venus après. Ce revirement au sein du rassemblement montre la montée des dissensions au sein de cette plateforme des partis d'opposition menée par Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, chef de l'Union pour la démocratie sociale, continue quant à lui d'augmenter la pression pour que la Constitution soit respectée et que le président Joseph Kabila quitte le pouvoir le 20 décembre. Monsieur Kaneb, selon les signataires, cette adhésion se justifie par le souci d'éviter un bain de sang en République démocratique du Congo. C'est un argument que vous comprenez? Oui, je comprends tout à fait. Bon, c'est vrai que le gouvernement congolais a mal négocié justement cette approche et il faudra quand même dire qu'il faut remercier le conciliateur togolais et puis il faut dire quand même que l'Afrique tient beaucoup à la République démocratique du Congo parce que c'est un grand pays africain et puis féliciter aussi les Congolais qui jusqu'à présent depuis des décennies sont dans une période de guerre latente. Il y a des millions de Congolais qui ont été tués dans ces conflits mais ils n'ont pas lever le petit doigt pour parler de séparation ou bien de morcellement du Congo. Ça, c'est à féliciter pour les Congolais. Mais il faudra dire aussi que le gouvernement doit faire aussi le maximum possible pour que cette échéance se tienne correctement et puis que l'opposition soit respectée au Congo.
Alfred, comment avez-vous accueilli ce nouveau rebondissement? Graziella, j'aime souvent répéter ici que la RD Congo, l'ex-Zaïre, est malade de ses hommes politiques. Là, on a encore une illustration de ce phénomène de transhumance politique, d'inconsistance idéologique et d'incohérence. Parce que toutes ces personnes-là, s'ils avaient réellement voulu ne pas être dans le rassemblement, ils auraient pu aller directement aux négociations et puis on n'en parlait plus. Ils se sont tous ralliés au rassemblement et 2 jours après, une fois que ce mauvais accord est signé, ils tournent au Kazakh. J'ai dit souvent ici que, pour reprendre l'expression du professeur Mampouya, l'homme politique congolais, zaïrois à l'époque, aime aller à la mangeoire. La plupart de ces gens qui arrivent en politique en RD Congo, ils sont pauvres au départ. Ils n'ont strictement rien et ils pensent qu'accéder au poste politique, ça leur permettrait de sortir de la pauvreté, de la misère, de s'enrichir. Les quelques dissidents qui viennent de partir sont dans cette logique-là de la transhumance politique. Ils espèrent qu'on leur jette des miettes, mais malheureusement pour eux, il n'y aura pas 36 000 postes. Si on va dans ce schéma-là, eh bien, ce sont ceux qui ont participé justement à ce dialogue-là qui auront les postes. Et donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je voudrais rappeler une autre chose, c'est que aujourd'hui, François-Xavier Belchika-Kaloubié, qui est le président du Congrès des démocrates pour le progrès social, est en tournée internationale. Au Canada aujourd'hui, il essaie d'expliquer au fond ce qui se passe. Il dit, mais enfin, c'est aussi simple que ça. Vous vous donnez vous-même une constitution. Vous verrouillez un certain nombre d'articles pour dire, bien voilà, on entre au pouvoir par les élections, on en sort aussi par les élections, il y a des échéances et vous ne respectez pas votre propre constitution. Le vrai problème, il est là. Cette inconsistance, cette incohérence politique. Alors, évidemment, ce sont des petites frappes de la politique congolaise qui viennent de quitter le navire, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres avec Jean-Pierre Bemba, donc du MLC, hein, qui ont eux aussi constitué un autre bloc pour se rallier au rassemblement, dire non à la trahison de la Constitution, oui au respect de cette Constitution-là. Et vous pensez que ces départs n'auront pas de conséquences sur le rassemblement? Ne faut-il pas envisager, est-ce qu'on ne risque pas justement de voir de nouveaux volte-face? Non, là ce sont des petites frappes, comme je disais, de la politique congolaise qui n'ont aucun impact sur l'opinion congolaise. C'est que, en règle générale, ce qui se passe dans la scène politique congolaise, quand toutes ces petites frappes viennent s'agglutiner autour d'un parti important, c'est qu'ils attendent qu'on leur jette un peu de petites cuillères de miel, quoi. Et qu'après, lorsque ça s'est raréfié, ils se disent, ben écoutez, nous partons ailleurs. C'est ce qu'ils sont en train de faire, mais ils n'ont aucun impact réel sur l'opinion congolaise. Quelle doit être, selon vous, désormais la ligne de conduite du reste de l'opposition? Le rassemblement doit rester ferme dans sa position, c'est-à-dire le respect de la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution. Et d'ailleurs, le communiqué ambigu de la réunion de la SADC à Luanda d'il y a quelques jours l'a même rappelé dans l'un de ses attendus, comme quoi il faut respecter la loi, il faut respecter la Constitution. Si vous le dites, ben allons jusqu'au bout de cette logique-là. Monsieur Canel, vous partagez ce qui vient d'être dit par Alfred? Absolument, bon, c'est tout à fait ça, parce qu'en Afrique, les constitutions rares sont les pays africains qui respectent les constitutions qu'ils ont eux-mêmes édictées. Et puis, le verrouillage d'une constitution, justement, parfois, ça pose problème. Et cause pour laquelle, moi, je dis que la transhumance en Afrique, la transhumance politique, c'est pas seulement le Congo, hein, c'est un peu partout en Afrique, c'est monnaie courante. Donc, il faudra quand même, dans un ou bien dans des écrits, dire que la transhumance est interdite. Parce que si c'est seulement pour aller manger ou bien se remplir les poches et puis après faire volte-face, ça ne vaut pas la peine. Et puis ça va justement faire de sorte à ce que la démocratie africaine en pâtisse. Ça, je crois qu'il faudra que les politiciens africains réfléchissent à 2 fois avant de faire de la transhumance.
Alfred, vous êtes d'accord, il faut interdire la transhumance politique en Afrique? Mais absolument, il faut l'interdire. Ça décrédibilise la politique et puis ça décrédibilise les hommes politiques africains qui jouent à ce jeu-là. Aller à la mangeoire, pourquoi? Ce ne sont pas des petits oiseaux qui vont à la mangeoire ou de la basse-cour qui vont à la mangeoire. Il faut qu'ils se respectent un peu et qu'ils respectent les peuples africains, qui leur font confiance. Merci Alfred. L'affaire fait la une de l'actualité au Bénin. Sébastien Ajavon, puissant homme d'affaires et candidat malheureux à la présidentielle de mars 2016, est en garde à vue pour son implication présumée dans un trafic de drogue. Des manifestations populaires ont été organisées dans plusieurs villes du pays ce mercredi pour réclamer sa libération. Les détails dans ce reportage de Lefty Onou, notre correspondant au Bénin. Arrêté depuis la soirée du 28 octobre 2016, Sébastien Ajavon, actuel président du patronat béninois, est toujours en garde à vue. Une situation qui déchaîne les passions et soulève des foules. Plusieurs acteurs politiques et membres de la société civile montent au créneau pour dénoncer une détention arbitraire au soubassement politique. En fait, M. Ajavon ne pouvait pas être incarcéré aussi rapidement et de façon aussi rocambolesque. Nous disons, il y a la structure qui se charge donc de ces genres d'investigation qui n'a pas été mise au courant, qui n'a pas été appelée pour les investigations. Ça pose déjà un certain nombre de problèmes. Sébastien Ajavon serait-il victime d'un complot? Beaucoup d'acteurs politiques le pensent et dénoncent même un acharnement contre le candidat arrivé 3e à la dernière élection présidentielle et dont le poids politique dérangerait beaucoup d'intérêts. Depuis, les demandes de relax se multiplient. Après son arrestation, plusieurs manifestations se sont déroulées dans différentes villes du pays pour réclamer la libération du président du patronat béninois. Je n'ai jamais vu au Bénin. Je vais inviter les autorités de ne pas sacrifier la population à cause de leurs affaires. Nous, on a vu plus que ça. Une affaire qui a été un peu triste pour nous depuis le vendredi passé. Vous savez, la nouvelle est tombée, ça nous a donné un peu de l'insomnie. Et le vin est tiré, on l'a arrêté, il a été arrêté et franchement parlant, ça nous a tellement touchés. Nous ne souhaiterons pas voir le président Ajavon en prison parce que moi je vois que ça va bouger le pays. Ouais, non. Et que les Béninois aiment la paix. Cette affaire n'honore pas du tout les Béninois. Vu ce que ça donne maintenant depuis le jour de l'arrestation, ça fait... On ne trouve que des désordres. Personnellement, moi j'ai confiance en cette justice. Mais on ne sait pas. Les hommes peuvent contourner encore d'autres hommes à faire autre chose. Mais actuellement, là où nous sommes maintenant, j'ai totalement confiance en cette justice qui est déjà là. Pour l'heure, tout le Bénin attend la décision du parquet de Cotonou qui doit se prononcer au plus tard vendredi après-midi. Dans la soirée du 28 octobre, Sébastien Ajavon avait clamé son innocence, pointant du doigt la violation de son conteneur avec le changement des plans. Il a exigé des enquêtes pertinentes. Alors, M. Kaneb, on l'a vu, l'affaire cristallise les débats au Bénin. Qu'est-ce que cela vous inspire? J'ai déjà une crainte parce que le Bénin, c'est quand même a donné le bon exemple dans son rôle pour la démographie ouest-africaine et africaine en particulier. Et cette affaire peut justement ternir l'image du Bénin. Donc il faudra que la justice quand même fasse correctement son travail. C'est ce qu'on demande au parquet et puis à la justice béninoise de faire correctement son travail pour que les choses soient éclaircies. Alfred, pourquoi Sébastien Ajavon est-il toujours en garde à vue au Bénin? Mais avant de répondre à votre question, Graziella, il faut rappeler que ça nous rappelle une autre histoire. Ça nous rappelle l'histoire justement de Patrick Talon. Lui aussi avait été arrêté, inculpé justement, pendant qu'il était le patron du Bénin. Il a dû partir en exil en France et puis revenir triomphalement, gagner les élections. Donc là, l'histoire se répète un tout petit peu. Évidemment, laissons à la justice suivre son cours, mais c'est quand même assez curieux qu'on retrouve de la drogue dans les conteneurs justement de Monsieur Ajavon.
je suppose qu'il n'est pas assez naïf pour se livrer à ces genres de trafic et puis se faire épingler de cette manière-là. Donc il faut que la justice aille jusqu'au bout, mais moi je ne dirais pas que ça ternit l'image du Bénin. Je dis, personne n'est au-dessus de la loi. Mais il faut justement une justice juste. La justice, enfin, la garde à vue peut durer pendant 8 jours et puis après il sera affranchi. Je suppose qu'il a droit à ses avocats et que donc pour moi il n'y a pas de crainte que par après il puisse prouver son innocence. Alors selon le Conseil national du patronat, il y aurait une main invisible derrière cette affaire. Qu'en pensez-vous? Alors la théorie du complot, de la main invisible. Alors la main invisible de qui? De Patrice Talon? Je n'en sais rien, moi. Non, mais il faut effectivement se poser des questions pour savoir pourquoi il est visé de cette manière-là et pourquoi c'est dans l'un de ces containers qu'on retrouve justement de la drogue qui veut lui nuire. Ben, comme il l'appelle, il le dit lui-même à Javon, Sébastien Ajavon, ben, il faut qu'il y ait une enquête sérieuse, rigoureuse pour établir les responsabilités des uns et des autres. Ben justement, n'aurait-il pas fallu remonter la chaîne, demander par exemple des comptes à la société brésilienne d'où provient donc la cargaison avant de l'inculper? C'est exactement ce qu'il fallait faire, mais là, pour le coup, je ne dirais pas que la justice s'est précipitée, mais dès le moment où il le tenait à portée de la main, les juges ont pensé effectivement qu'il fallait l'entendre, craignant que éventuellement il puisse prendre le large. Mais comme il le dit lui-même, il est confiant en son honnêteté et que donc il sera relâché bientôt. Mais il faut effectivement remonter à la source, aller jusqu'au Brésil s'il le faut pour trouver justement d'où provient cette drogue. Alfred, pour finir, quels sont les scénarios envisageables dans les prochains jours? Alors, sans lire dans le mar du café, Graziella, moi je pense effectivement que, compte tenu des délais de garde à vue, il sera soit relâché et puis gardé à vue jusqu'au moment où on établira la réalité de la chose, effectivement, s'il n'est pas responsable de cet acte répréhensible, ben, il sera tout simplement relâché. Merci Alfred. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Room. À tout de suite.